Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, Jean, il y a quelques jours déjà, je me pose la question, par quel genre vais-je commencer, tu vois, parce que ça c'est un gros souci, car il faudrait parler effectivement de ces gens singuliers qui font une équipe de gens bien spécifiques. Et je crois que je vais commencer peut-être par le meilleur, puisque tu es ici dans une maison d'écrivains. Eh bien, je vais peut-être évoquer l'importance que tu as dans la communication avec les écrivains, que ce soit sous forme de lecture, sous forme d'articles, sous forme de dialogue, d'interview. Et je crois que nous sommes tellement nombreux à avoir pu bénéficier de ce genre-là qu'on a le sentiment parfois qu'il y a une équipe autour de toi. C'est souvent l'impression qu'on a en Belgique quand quelqu'un se dévoue corps et âme pour la littérature de ce pays. On a le sentiment qu'il s'agit d'une équipe, que tout le monde travaille. Mais non, Jean travaille de son côté avec un enthousiasme, une compétence et une gentillesse rares. Et ça, je voulais le souligner avant tout. Donc, je parlerai de ce genre-là. Et puis, bien sûr, tu me diras, oui, mais tous les autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a le genre audiovisuel, tu en parleras aussi, tu es attiré par l'audiovisuel, et tu nous en parleras, je l'espère. Il y a le genre auteur, et peut-être qu'on s'attardera à cet auteur que j'apprécie particulièrement, qui est le nouvelliste Antoine, qui est passionnant. Et puis, il y a quelques heures encore, je me disais, mais est-ce que nous avons la perspective d'avoir en Belgique plusieurs Jean Jauniaux qui sont proches des écrivains, qui passent les trois quarts de leur temps à défendre auteurs et une littérature spécifique? La réponse est non. Et puis, un petit regard vers le passé, si vous voulez bien. Je me suis dit, et Françoise Lalande me confortera dans ses propos, qu'à la fin des années 70-80, nous avions en Belgique des amis d'écrivains, de lecteurs, passionnés. J'en citerai un, Claude Vignon, rappelle-toi, qui nous gratifiait à l'RTBF d'une émission Nos Lettres françaises, voilà, pendant des années. Et nous avions cette espèce de plaisir de recevoir chez nous eh bien, les commentaires de Vignon sur un auteur qu'il avait lu, sur cette écriture qu'il connaissait si bien. Et chaque fois, pour vous dire, ça remonte tout de même il y a longtemps, chaque fois il nous gratifiait d'une petite plaisanterie, de remarque saisonnière. Nous sommes à la fin du printemps, voilà ce que je reçois comme livre, voilà, des choses très simples, mais qui faisaient qu'il entrait chez vous d'une façon tellement sympathique et naturelle que nous croyions, Françoise, à l'époque, que ça allait durer toujours. Voilà. Mais ça n'a pas duré toujours. Il y a eu évidemment le décès de Claude Vignon. Je pense aussi à Armand Bachelier, qui était notre représentant RTBF à Paris. Et j'ai retrouvé ce qu'on faisait, ce que Armand Bachelier faisait pour les lettres belges. Eh bien, il avait quantité de dialogues. Je pense à Franz Hellens, Charles Bertin, hommage à Achille Chavet, Georges Simenon, Jean Mogin, etc. Alors, vous savez, comme je disais,
tout à l'heure, on avait l'impression, Jean, que les choses allaient durer, que bien sûr il y avait Vignon, Bachelier et quelques-uns, mais que tout cela allait suivre naturellement. Je dirais que, je ne sais pas ce que tu en penses, ça n'a pas suivi naturellement. Jacques de Decker, ton meilleur ami, le disait souvent, mon Dieu, il y a eu une désaffection en Belgique qui est tout de même assez inquiétante et très singulière. Pourquoi ne parle-t-on plus, comme on a parlé autrefois, des auteurs belges? Et bon, voilà. Et puis, te voilà, toi, avec une activité absolument prépondérante et je dirais décisive pour beaucoup d'entre nous, parce que décisive dans la mesure où tu encourages les écrivains à poursuivre leurs tâches en les interrogeant, que tu leur dis, eh bien, j'ai lu ce que vous faites, j'aime ce que vous faites, je vous prie de continuer de poursuivre le travail. Et ça, c'est très important. Alors, quelques mots sur Jean, et puis il va m'interrompre pour m'apporter les précisions que je n'ai probablement pas. Mais nous avons devant nous un homme du Hainaut. Tu es né à Écosine, je crois. Je suis né à Anne-Saint-Paul, mais j'ai vécu mon enfance à Écosine. Anne-Saint-Paul était l'endroit où on allait naître. Voilà. Il y avait une maternité, je veux dire. La précision qu'on attendait. Et puis, tu as fait tes études à Mons, tu as une licence en traduction à l'école des interprètes internationaux. Et puis, je voudrais que tu en parles un petit peu. Tu as été attiré, bien sûr, par l'écriture ô combien, mais immédiatement et parallèlement, je dirais, aussi par l'audiovisuel. Ça s'est passé comment, Jean ? Alors, en premier lieu, merci à vous d'être venu en un mercredi ensoleillé comme cela, nous écouter. Merci à toi, Michel, pour les mots que tu as dit. Peut-être que je pourrais réagir sur le nombre de gens qu'il y a. Moi, je crois très fort aux filiations. Et je pense qu'il n'y aurait pas le Jean Jauniaux qui s'occupe des écrivains belges si ce Jean Jauniaux-là n'était pas entré, et je vais quand même répondre à ta question, n'était pas entré à l'école d'interprètes internationaux de Mons en 1970, 3 ans après qu'un jeune professeur y débute sa carrière, un gamin qui entrait et qui donnait des cours de littérature néerlandaise. Moi, j'avais choisi le russe et l'espagnol, et donc je n'avais pas à avoir affaire à lui. Et ce jeune professeur, c'était Jacques de Decker, qui m'a pris sous son aile, comme il l'a pris beaucoup de mes contemporains, en les encourageant, en les aidant, en les stimulant à continuer ce qu'ils avaient envie de faire, et pas seulement ce qu'on leur demandait de faire, ce qui, je pense, est la caractéristique essentielle de Jacques de Decker que Marie-Angèle Dehé et Marie-Christine Jadot le savent. Je cite chaque fois en début de chacune des manifestations publiques auxquelles je suis invité. Il y a donc une sorte de filiation dans ce sens-là qui fait que ce que moi j'ai essayé de faire en interviewant les écrivains, c'est d'une part de manifester ma passion pour la littérature, de manifester aussi d'une certaine manière le fait qu'étant moi-même un auteur, je pouvais mieux comprendre le type de questions qui pouvaient mettre en valeur un écrivain que j'interroge. Je n'ai jamais, je pense, fait d'interview d'écrivains qui ne soient pas des entretiens qui peuvent être utilisés ensuite, qui deviennent d'une certaine manière intemporels, parce que je les interroge sur la manière dont ils écrivent, sur une sorte d'atelier des lettres qui est, mais comment construit-on un personnage, comment construit-on un vers, comment construit-on un poème, d'où vient l'inspiration, comment est-ce que tout cela se fabrique, et finalement c'est une manière détournée de mettre en confiance l'écrivain que j'ai. Quand je dis écrivain, c'est femme et homme en même temps, globalement, l'écrivain ou l'écrivaine que j'ai en face de moi, c'est une manière de la mettre en confiance, de le mettre en confiance, pour que finalement se dévoilent certains aspects de la motivation à écrire. Et finalement, à partir du comment écrit-on, je pense qu'on en arrive très naturellement au pourquoi écrit-on, et qu'il vaut mieux ne pas commencer par le pourquoi,
mais démarrer par le comment pour... Alors en plus, c'est de la radio que j'ai commencé à faire avant de commencer à écrire davantage d'articles critiques. Enfin, d'articles critiques. Je n'aime pas le mot critique. Je n'ai jamais écrit un texte ou fait une interview d'un auteur dont je n'avais pas aimé le livre, ou à l'égard duquel je me disais, je vais faire une critique, c'est-à-dire dire au public, ce livre-là ne m'a pas plu. Mais certainement, donc ça ne m'intéresse pas, je veux dire, je perds mon temps, je perds le temps du lecteur et je perds le temps que je peux consacrer à faire connaître un auteur ou un autre. Mon problème, c'est que je ne réponds jamais aux questions et donc je l'oublie au fur et à mesure. Je voudrais quand même revenir sur l'audiovisuel et sur les deux noms, Claude Vignon et Armand Bachelier, à deux titres. Claude Vignon et Armand Bachelier, j'ajouterais pour la même génération une autre personnalité qui est Henri Rohan, qui maintenant a repris son vrai nom complet, Henri Rohan Rosenblatt, que Gérard Adam a publié dans un roman merveilleux qui s'appelle Le cinéma de Saul Birnbaum. Henri Rohan fait partie de ces hommes de radio qui m'ont formé d'une certaine manière, venant d'une famille un peu singulière, dans laquelle notamment il n'y avait ni téléphone, ni tourne-disque, ni télévision, ce qui veut dire que la radio était la sauvegarde de celui qui, à l'époque, voulait un peu savoir ce qui se passait en dehors de son village d'Écosine, dont je parle dans une de mes nouvelles du pavillon des douanes, que j'appelle Anne en Wallonie, Anne pour Anne Saint-Paul où je suis né, mais Anne qui est aussi la Anne tout court. Donc, alors les noms, la radio est quelque chose de très important parce que pour beaucoup, je pense, c'est une manière de fenêtre sur le monde qui nécessite et qui implique une attention tout à fait particulière qui fait qu'on ne peut pas faire autre chose que d'écouter si on veut vraiment s'intéresser à ce qui est dit. Donc on doit arrêter un peu tout pour écouter des entretiens littéraires ou des interviews ou des émissions comme celle qu'Henri Rohan faisait sur le cinéma. Il vous faisait découvrir le cinéma dans une émission formidable où il passait les bandes sonores des films qui sortaient à Bruxelles et il racontait les histoires avec la bande sonore. Donc on était dans le monde du son. Quant à Armand Bachelier, je tiens à le citer parce que j'ai eu le privilège, après avoir entendu sa voix très spéciale, de l'accueillir à la gare du Midi parce que je voulais lui faire rencontrer Talleyrand. Nous étions en 1830 à l'époque et la RTB où je commençais à travailler filmait, reconstituait la révolution de 1830 en mettant en présence des journalistes de la RTB de l'époque, des vrais, et des comédiens qui jouaient des personnages historiques. Et accueillir Armand Bachelier à la gare du Midi et entendre que sa voix est la même quand il vous dit « Ah, monsieur Joniot, Bruxelles, c'est quoi finalement? C'est le parfum du chocolat que nous respirons en arrivant ici à la gare de Bruxelles-Midi. » Moi, je me trouve devant ce type, je me dis, mais j'entre dans l'histoire véritable. Donc voilà. Bien, bien. Écoute, on va tout de même citer quelques-unes de tes activités, sinon je crois que je n'occuperai pas ma tâche ce soir. Tu as animé, je ne sais combien d'années, mais quelque temps tout de même, la revue Marginal. Dis-moi comment ça s'est passé, parce que Marginal, nous avons connu le Marginal d'Albert Aiguepars, et puis tout autre Marginal, celle que tu as animée. Comment ça s'est passé? Alors, c'est là où je parlais aussi de filiation tout à l'heure. Les filiations, c'est avec Jacques de Decker, mais c'est aussi avec Albert Aiguepars, par le biais de la revue Marginal. Comment ça s'est passé? J'écrivais pour la revue Marginal. La revue Marginal est la première revue à laquelle, enfin comme tout le monde, moi j'écris depuis tout le temps, et donc à un moment donné je sors des textes. Et la revue Marginal était la première à laquelle j'ai confié un texte, connaissant Jacques,
je lui avais, je me souviens, écrit un mot en lui disant, écoutez, monsieur de Decker, si jamais ce texte ne vous plaît pas, n'ayez aucun scrupule à l'éliminer, vraiment, ne vous sentez pas obligé parce que j'ai été votre étudiant, se disiez-vous à l'époque. Et il m'a téléphoné ou appelé, ou on s'est vu, il m'a dit, écoute Jean, non seulement je vais prendre ce texte pour la revue, qui était la revue à l'époque Wallonie, Wallonie rêvée, mais non seulement le numéro est bouclé, oui, j'avais envoyé le texte après le bouclage, après la date limite, en me disant comme ça, il pouvait dire on refuse le texte parce que c'est après la date limite. Et finalement, il m'a appelé pour me dire, non seulement je retiens ton texte, mais en plus, je suis obligé maintenant de faire un numéro 2 du Marginal Wallonie pour pouvoir le mettre, parce que c'est bouclé. Donc, en quelque sorte, il acceptait 2 fois ce texte. Et quelques mois plus tard, il m'a demandé de devenir le rédacteur en chef de la revue, que je n'ai jamais animé, que je n'ai jamais dirigé la revue. J'ai toujours été le rédacteur en chef de Jacques de Decker, qui est le vrai animateur et, je pense, le vrai légataire légitime d'Albert Aiguepars. Il ne faut pas oublier que Jacques de Decker avait participé à la revue du temps d'Albert Aiguepars, notamment en créant des numéros spéciaux qu'Albert Aiguepars lui confiait, comme le numéro spécial sur Julien Gracq, qui est un numéro incroyable, inouï, exceptionnel, et un autre numéro sur Michel de Gelderode, qui est le seul numéro qui ne porte pas le nom d'Albert Aiguespars, qui a failli ne pas porter le nom d'Albert Aiguespars, parce que dans les textes, à l'époque la revue Marginale, c'était des textes critiques sur des livres et pas des nouvelles inédites. À l'époque, Jacques avait demandé à Félicien Marceau d'écrire un texte pour cette revue sur Gelderode. Félicien Marceau, dont on a un peu oublié qu'il était un collaborateur actif et qu'il était donc condamné et exilé en France. Il portait à l'époque le nom de Louis Carrette, si je me souviens bien, ou de Louis Carrette, et il a été le directeur d'émissions de radio pendant l'occupation. Donc il était véritablement un collaborateur. Ce que Albert Aiguepars, je reviens à Albert Aiguepars, recevant l'ensemble des textes pour la revue consacrée à Gelderode, a dit à Jacques de Decker, je vous rends l'ensemble des textes, et je refuse que mon nom figure dans cette revue si ce monsieur y figure. Et donc Jacques a téléphoné à Félicien Marceau, qui était à l'époque devenu académicien, Académie française, un auteur, un écrivain à succès dont on oubliait un peu vite qu'il était un vrai collabo. Je veux dire, c'est pas. Jacques n'a pas eu d'autre choix que, évidemment, de téléphoner à Félicien Marceau, de dire on retire votre texte pour garder et conserver Albert Aiguepars. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. Donc Marginal 2009, oui. Jacques de Decker me demande est-ce que tu veux devenir rédacteur en chef? J'étais tout à fait surpris. Touché aussi de la confiance, et donc j'ai accepté et j'étais le rédacteur en chef de la revue jusqu'au jour de la mort de Jacques de Decker, où j'ai décidé je ne peux pas continuer à travailler pour cette revue, à animer cette revue qui pour moi n'existe que comme une manifestation de la philosophie par rapport à la littérature belge d'Albert Aiguepars et de cette espèce d'encouragement que Jacques de Decker donnait toujours aux écrivains, et donc je ne voyais pas pourquoi continuer cette revue qui pour moi lui appartenait en propre. Il m'avait proposé plusieurs fois qu'on dirige ensemble, j'ai chaque fois dit non, chaque fois dit je ne veux pas choisir les sujets, c'est toi qui choisis les sujets, tu es seul maître à bord de cette revue qui ne peut fonctionner que comme ça selon moi, et ce qui explique qu'à son décès j'ai écrit à la communauté française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour dire voilà, la revue, je considère qu'elle doit s'arrêter et qu'elle doit s'achever à la mort de Jacques de Decker. Ok. Donc 11 ans serait la réponse. 11 ans. Je vais. C'est compliqué de citer toutes les, tous les travaux que tu as effectués et par où tu es passé.
Mais je dois quand même dire que tu as présidé le Centre belge francophone du Pen Club. Je dois dire aussi que tu es actuellement président de la Fondation Maurice Carême, que tu es administrateur de la Fondation De Wint et l'association Charles Plisnier, que tu as en 2020 créé le site qui s'appelle L'ivresse des livres, avec articles, recensions, interviews radio, que tu es chroniqueur régulier du Carnet des Instants, que le journal Le Monde t'a proposé de collaborer au monde du livre, que tu as créé en 2022, tu as produit et animé une émission d'entretien consacrée à la littérature belge, l'Atelier des Lettres, et voilà, entre autres, quelques-unes des activités de Jean Joniaux. Comment fais-tu, Jean, c'est une question que peut-être je ne devrais pas poser, comment fais-tu pour traverser toutes ces activités avec le sourire et avec bonhomie comme tu le fais? Alors, le sourire, c'est un principe et c'est une habitude, parce que toutes les fois que j'ai essayé d'être agressif ou de me mettre en colère, y compris avec mes petits-enfants, ils rient de moi. Et donc j'ai compris, j'ai eu confirmation de ce que je ne pouvais pas fonctionner autrement que dans la jovialité. Première réponse. C'est dans ma nature, je crois, d'être comme ça. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que même s'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'interviews, il y a un côté éminemment frustrant dans ce que je fais, qui est le nombre de livres et d'auteurs dont je n'ai pas le temps de parler. Pour répondre à ta question, oui. Mon temps n'est pas extensible et je suis obligé à certains moments de faire des choix qui sont liés uniquement au temps que j'ai. Autant que je peux consacrer à cette partie-là de mon activité qui souvent se fait, et là je me tourne vers Gérard Adam, qui est un autre exemple de quelqu'un qui est dévoué corps et âme à la littérature et aux autres. Ceci se fait aussi au détriment de textes que moi aussi j'ai envie d'écrire, de nouvelles. J'ai dans mes tiroirs des tas de manuscrits, 3 manuscrits de romans, des tas d'ébauches de nouvelles, des poèmes, une pièce de théâtre que Gérard Adam vient de m'apporter, toute une série de choses qui ne sont pas achevées, qui ne sont pas terminées, sauf celle-ci, voilà, 4 chaises, ça vient d'arriver. C'est une pièce de théâtre, je me suis dit que j'allais écrire une pièce de théâtre, je n'en ai jamais fait, donc voilà, donc c'est... Je voudrais qu'on aille un peu plus loin, si tu veux, dans les sujets que tu abordes et peut-être dans les instruments de connexion que tu as avec les écrivains et avec les choses de la vie. En fait, je sais que le livre, l'objet livre, est pour toi peut-être le premier de tes personnages. En fait, pour t'avoir lu dans tes nouvelles, le livre, il est tout simplement partout. Mais il n'existe pas de fait, il existe parce que tu en parles et tu en modifies le parcours, tu en parles bien et on sent que chez toi, quel que soit le sujet que tu abordes, et on en fera l'inventaire tout à l'heure, mais le livre est le grand sujet de ton écriture. Oui, c'est la première fois que je vois cet aspect-là des choses, mais effectivement, le livre est omniprésent, que ce soit dans des personnages d'écrivains. J'ai 1 ou 2 personnages d'écrivains, et notamment d'écrivains publics dans mes nouvelles et dans un roman qui va bientôt être réédité chez Gérard Adam, que je salue à nouveau là. Le livre, c'est aussi, je pense, une sorte de mise en abîme dans mes nouvelles, qui est aussi une manière de parler. Toutes les fois qu'on écrit, on écrit à partir de soi, d'une certaine manière. Le principe, selon moi, est d'éviter de faire de l'autofiction et de se raconter,
mais il n'empêche que ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a mémorisé comme expérience vitale se retrouve toujours dans ce qu'on écrit. Et il me semble que moi, une des expériences vitales que j'ai vécues, c'est la confrontation, le contact et la relation avec le livre. Confrontation avec le livre, là, il faut remonter à l'enfance en ce qui me concerne, dans cette maison dont j'ai déjà dit que c'était une maison avec une famille atypique, où il n'y a ni téléphone, ni télévision, ni tourne-disque, ni rien de ce qui fait, dans les années 60-70, ce qui fait l'activité des jeunes. En revanche, il y a la bibliothèque de mon père, et il y a mon père qui est en permanence en train de lire. Mon père, professeur, avait pour habitude de me dire, nous étions trois parce que mon frère est décédé, j'étais le plus bavard et le plus impertinent et le plus révolté des trois enfants, et souvent je lui posais la question, mais est-ce que tu n'as vraiment pas envie de temps en temps de nous parler, de dire quelque chose ? Et il me répondait, lui qui est professeur, je suis payé pour parler pendant toute la journée, quand je rentre à la maison, je ne dis plus rien. Et il ouvrait son livre et il lisait vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez vertigineux d'être confronté à... Donc ce n'est pas de la maltraitance, loin de là, parce qu'il s'est occupé de nous de manière admirable, étant veuf avec 3 enfants. Ma sœur avait 1 an, moi 3 ans, et mon frère aîné 5 ans, quand mon père s'est retrouvé veuf, avec ma mère qui a souffert d'un cancer pendant 6 mois de douleur, de souffrance. À l'époque, les cancers se soignaient beaucoup plus difficilement, et il était à la maison en plus. Et donc, moi, le premier contact avec lui, c'est la confrontation. Pourquoi mon père se réfugie-t-il derrière ces remparts de livres ? Lorsqu'il nous parlait, souvent, il utilisait des formules comme, plutôt que de dire « Ah, Michel, je suis vraiment heureux d'être ici dans cette assemblée », il disait dans Shakespeare, Richard III, acte 2, scène 4, « Ah, comme je suis heureux d'être parmi vous, chevalier », etc. Donc, il s'exprimait, donc le livre était omniprésent. Avec en plus, pour les enfants, jusqu'à un certain âge, un livre, c'est une couverture avec des titres. Ce sont des choses énigmatiques qui sont là, imprimées, des petits barbelés noirs sur du papier. Pour moi, le livre, c'était quelque chose qui était énigmatique jusqu'à ce que je lise pour la première fois mon premier livre, et comme beaucoup d'entre nous, le premier livre sans images, je veux dire. Et comme beaucoup d'entre nous, c'était un Bob Moran en ce qui concerne les garçons. Par contre, à l'époque, on était hors du wokisme, et donc il y avait des livres pour les garçons, il y avait des livres que les petites filles lisaient plus volontiers. Et donc, mon premier Bob Moran, je m'en souviens toujours, c'était Trafic aux Caraïbes, et ça commençait par une description inouïe du port de Port-au-Prince, à Haïti, vu par le regard de Bob Moran, qui se trouve sur la terrasse de son hôtel, et qui voit des petites lumières qui sont comme des yeux de crocodile dans l'obscurité. Je n'ai jamais oublié cette première révélation du livre qui me permettait d'entrer dans un univers qui n'existait pas matériellement, mais qui me plongeait dans un univers qui était celui auquel j'aspirais, ne pouvant pas aller ni au cinéma, ni regarder la télévision, etc. Et donc j'ai découvert le livre, ça c'était la révélation, confrontation du livre, révélation du livre. Et puis après a suivi toute une série d'apprentissages de ce qu'est le livre, de ce qu'est la lecture. J'ai eu la chance dans l'enseignement secondaire d'avoir des professeurs de français et d'anglais qui étaient inouïs, qui étaient des compagnons de découverte et d'aventure à travers le livre, qui peut-être manquent aujourd'hui. Ce matin, j'étais à la conférence de presse qui lançait le salon des éditeurs singuliers qui va avoir lieu au mois de juin, et le directeur de l'ADEB disait qu'on constate aujourd'hui que près de 40% des enfants de 10 ans à 10 ans sont quasi analphabètes, n'ont jamais lu un livre, ne savent pas ce qu'est un livre. Donc ne savent pas ce qu'est un livre avec un début, une fin, un certain nombre de pages. Et je peux donc dire que quel privilège nous avons eu de pouvoir avoir des professeurs comme ceux-là. Donc, oui, parce que je voulais simplement dire ceci, c'est que tu soulignes à propos du livre qu'un monde de paix, sans guerre, doit nécessairement passer par le chemin du livre.
Alors là, c'est la compréhension après de ce que peut représenter le livre et la littérature. C'est la suite logique, disons, de la découverte de Bob Moran, d'une certaine manière, qui est confirmée d'ailleurs par des études scientifiques qui disent que un lecteur de littérature, on fait maintenant des échographies ou de l'imagerie virtuelle du cerveau et on peut voir quels sont les neurones qui se mettent en action. Les personnes qui lisent de la littérature développent leur capacité d'empathie d'une manière exponentielle par rapport à ceux qui ne lisent pas. Autre constatation, les lecteurs de livres de littérature de qualité, je veux dire ceux qui lisent Zola, Balzac, plutôt que Marc Lévy, enfin, développent davantage encore leur capacité d'empathie. Pourquoi? C'est tout simplement parce, et donc ça c'est observé scientifiquement, parce qu'ils développent leur capacité à vivre des vies qu'ils ne vivent pas vraiment, et donc à pouvoir mieux comprendre qu'un tel a vécu tel drame, qu'un tel a eu telle réaction par rapport à telle situation. J'ai eu le cas souvent, je me suis occupé pendant 10 ans de distribution de repas chauds à des clochards, et ma fonction dans ce groupe était de parler aux gens pour les faire patienter avant qu'ils ne passent à la... Et ces gens me racontaient des histoires qui étaient inouïes, qui étaient des histoires de violence, dont ils étaient victimes ou dont ils étaient les auteurs. Et je me suis souvenu à ce moment-là du fait que j'avais lu toutes ces histoires déjà dans des livres, dans des romans, qui me permettaient de les regarder, de les écouter, d'être attentif, d'être souriant à leur égard. Et je pense que ça, c'est une des fonctions du livre de littérature. Alors, en ce qui concerne les essais, puisque Renaud Denuy est là avec une bibliographie abondante en essais, notamment en philosophie, Victor Hugo écrivait cette phrase que je trouve admirable, comme tout ce qu'écrit Victor Hugo, la guerre, c'est la guerre des hommes, et la paix, c'est la guerre des idées. Et je trouve qu'il y a là une sorte de synthèse de ce que peut apporter le livre dans un environnement sociétal. Voilà. Je voudrais te dire simplement ceci. Petite parenthèse, Jacques de Becker et toi, vous partagiez aussi la passion pour Bob Moran. Oui, tout à fait. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Henri Verne et de l'interviewer. Si vous allez sur mon site, vous verrez une longue interview d'Henri Verne. Et alors, j'ai aussi, pour raconter une petite anecdote quand même, Henri Verne a écrit dans les années 50 un roman qu'il n'a jamais achevé, qui s'appelle Série Noire, qu'il voulait publier dans la Série Noire, et puis finalement il n'a jamais terminé. Il se fait qu'un éditeur belge, la Pierre d'Alain, a demandé à Henri Verne à pouvoir republier le livre inachevé. Comme c'est un éditeur de livres d'art, il a demandé à Jacques Loustal, le grand dessinateur, d'illustrer ce roman inachevé. Et un des grands bonheurs et un des grands souvenirs d'interviews d'auteurs belges, c'est lorsque j'ai été interviewé Henri Verne. À la fin de l'interview, je demande d'habitude une dédicace. Et là, m'a pris cette idée de lui demander, plutôt qu'une dédicace, de lui demander, tiens, Henri Verne, puisque le roman est inachevé, est-ce que vous ne voudriez pas, plutôt qu'une dédicace, l'achever? Et donc j'étais en train de filmer en plus, et donc j'ai Henri Verne qui achève son roman inachevé. Donc j'ai le roman inachevé d'Henri Verne achevé. Je me suis dit, il manque quelque chose. C'est pour dire que le sourire aide beaucoup. Il manque quelque chose qui est le dessin qui illustre la fin du livre. Donc je vais voir Jacques de Loustal, et je lui demande, Jacques, est-ce que vous ne pourriez pas, s'il vous plaît, j'ai un exemplaire achevé du roman inachevé, mettre un dessin supplémentaire. Donc j'ai un exemplaire que tous les bibliophiles m'envient, qui est dans un coffre-fort quelque part. C'est un livre unique, avec un dessin original de Loustal et un manuscrit, un livre terminé, achevé. Et la vidéo où on voit Henri Verne l'achever. Est-ce que c'était par provocation qu'il disait, Henri Verne, moi j'écris devant ma télévision et j'écris en même temps que je regarde. Est-ce que c'est possible?
Alors, c'est certainement une provocation, à n'en pas douter. Alors, je vais à propos de télévision et de provocation, vous voyez la couverture de ce livre, c'est Saint-Idesbald, peint par Henri Sarlat. J'ai interviewé le peintre Henri Sarlat parce que je trouvais que ce qu'il fait est formidable. Et à un moment donné, il me dit, oui, vous savez, moi je peins en regardant la télévision. Et j'étais complètement désarçonné parce que je me suis dit, c'est pas possible, il plaisante, mais une plaisanterie aussi grosse n'est pas possible. Et effectivement, il plaisantait et j'étais piégé. Donc, Henri Verne m'a certainement piégé ou a certainement piégé. Il adorait ça, je crois. Oui, oui, tout à fait. Je voudrais que l'on parle de l'historique de l'ivresse des livres. Quel est le concept? Quelle est la portée de l'ivresse des livres? Est-ce que cela te vient à l'esprit de poursuivre sous une telle appellation ton travail entrepris? Alors, l'ivresse des livres, c'est deux choses. C'est tout d'abord un recueil de nouvelles, mais ce n'est pas de ça dont on parle maintenant. L'ivresse des livres, c'est un site. Comme j'écoutais beaucoup la radio, mon rêve avait toujours été, comme Jacques Chancel, de faire des interviews de personnalités, d'écrivains, etc. Donc c'est vraiment ça le point de départ. L'ivresse des livres est la troisième version d'une radio que j'ai créée, puisque à partir du moment où les enregistreurs digitaux sont apparus, et à partir du moment où sur Internet on pouvait mettre des bandes sonores, la radio était accessible à tout le monde. Ici, je parle d'il y a plusieurs années, avant que tout le monde ne fasse des podcasts, que tout le monde ne fasse ce qui est maintenant devenu quelque chose de très courant. Et à l'époque, j'ai créé un site qui s'appelle espace-livre.be, où il y a plusieurs centaines d'interviews d'écrivains, pas seulement des Belges. Je tiens à préciser ça aussi, c'est que dans les écrivains que j'interviewe, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des écrivains comme Paul Auster, comme Ken Follett, donc des interviews où j'entrais dans un autre univers de la rencontre radiophonique. Et ce premier site a eu des problèmes techniques que moi je ne gérais pas, et donc j'en ai créé un autre qui s'appelle Livraison, qui est un blog que l'on peut encore retrouver, et j'ai arrêté l'ivresse des livres. La troisième version, troisième édition de ces radios est l'ivresse des livres, qui là réunit des articles, les liens vers la chaîne YouTube que j'ai créée pour mettre en ligne des interviews vidéo, et une autre chaîne SoundCloud où se trouve uniquement la partie sonore. Il faut dire que le Covid m'a poussé à faire des interviews par Zoom, et donc à développer la chaîne YouTube où maintenant il y a, je sais pas, 150 interviews de 20 à 100 minutes, à nouveau partant du principe sur comment écrit-on, comment construit-on un univers. Si, par exemple, une interview que je mets souvent comme exemple d'interview, c'est celle de William Boyd, donc le grand écrivain anglais qui a écrit Comme neige au soleil et qui parle un français parfait, comme Ken Follett d'ailleurs. Là, c'est une interview plus courte. Et là, c'est vraiment une masterclass. Et là, c'est un autre élément, je trouve, important dans la transmission du goût des livres, c'est que chacune des interviews que je fais, en général, peut devenir une sorte de masterclass, puisqu'on demande comment écrit-on. Françoise Lalande, je me souviens qu'elle était une des premières avec qui j'ai testé ça pour un de ses romans, c'est de dire, tiens, dans le fond, sur l'histoire elle-même, à la limite, ceux qui nous écoutent n'ont pas lu le livre. Donc, est-ce qu'il faut raconter l'histoire? Est-ce qu'il faut développer, donc raconter moins bien que le livre n'est écrit, l'histoire qui est racontée? J'avais pris l'option de demander à Françoise, comme je demande à William Boyd, comme je demande à André-Joseph Dubois qui est là, racontez-moi comment vous est venu le personnage, le décor, le lieu, et aussi des questions comme où écrivez-vous? Si on revient à Simenon, Simenon a écrit sur une petite péniche qui s'appelle l'Ostrogo pendant 5 ou 6 années. Qu'est-ce que ça a changé dans son écriture de se retrouver avec sa machine à écrire sur l'Ostrogo? Je voudrais maintenant qu'on parle de ton œuvre, et je parlerai tout à l'heure, si tu veux, en citant notamment le Clésio, à propos de ton œuvre, mais je voudrais qu'on parle
de tes engagements personnels à travers tes nouvelles et à travers ton œuvre en généralité. En fait, ceux qui lisent Jean Geniot trouveront nécessairement un certain amour des humbles et du respect des marginaux. Ils trouveront aussi, avec l'amour du livre, l'importance de la littérature, qui non seulement se devine, mais qui s'écrit presque de nouvelle en nouvelle. On dirait aussi qu'il y a un deuxième personnage à côté du livre, mais ça tu en parleras un peu plus tard si tu veux bien, c'est le personnage Mère du Nord. En fait, dans l'œuvre de Geniot, il y a le livre et il y a la Mère du Nord, qui sont conjugués de manière parfois essentiellement curieuse, différente, inédite. Il y a beaucoup de trouvailles dans tes écrits, on le dira aussi. Mais je voudrais que tu te prononces simplement, tu disais tout à l'heure que effectivement la lecture des jeunes pose un problème en Belgique. Nous le savons, dans les écoles, on se plaint énormément de ce distanciement qu'il y a entre le jeune et la lecture. Mais Jacques de Decker, parlons de lui, je le citerai quelquefois, il disait « Il se dit que la lecture recule. Encore faut-il préciser de quelle lecture il s'agit. » En fait, on lit de plus en plus. Tu partages ce point de vue ? C'est ce qu'il avait écrit dans la préface de l'année dernière à Saint-Idesbald, identifiant bien, comme il le fait toujours aussi pertinemment, et comme tu l'as fait aussi, qu'un des fils est le rapport au livre. Dans les personnages, dans les écrivains, c'est vraiment un rapport au livre. Alors, il se lit de plus en plus. Je pense me souvenir que ce à quoi Jacques faisait allusion, c'est au fait qu'il se lit de plus en plus de textes qui sont des textes utilitaires, je dirais. Il y a de plus en plus usage de la langue de communication et de moins en moins de la langue de culture. On lit et on écrit beaucoup plus le nombre de fois où on envoie un email maintenant plutôt que de téléphoner ou plutôt que d'écrire une lettre, qui sont trois démarches complètement différentes, deux de communication et une d'écriture. La seule d'écriture, c'est celle où on écrit vraiment sur du papier, où on relit avant d'envoyer parce qu'on sait que ce qu'on écrit a une valeur plus pérenne que les 140 signes d'un WhatsApp ou d'un email. Et donc il y a ce type d'écriture et donc de lecture qui a disparu. On lit beaucoup, mais on ne lit plus tout ce qui mériterait de l'être parce qu'on ne sait pas tout simplement que ça existe et on ne sait pas non plus tout le bonheur que ça peut apporter. Ça, c'est aussi une autre dimension de l'accès à la littérature. Et c'est aussi une des manières que j'ai, à nouveau avec le sourire, de raconter ce que peut apporter le livre, quitte à inventer d'ailleurs des vertus au livre, vertus qui malheureusement, scientifiquement, ne sont pas validées. L'année dernière, à Saint-Idesbald, c'est un livre fascinant. Et en fait, qui est Idesbald ? Tu pourras en parler ? Alors, en fait, autant je peux prouver que j'ai participé à la Révolution de 1830, autant je peux prouver que je suis la réincarnation de Idesbald, qui est né le 18 avril 1318 à Bruges. Je suis né aussi le 18 avril, quelques siècles plus tard, et je n'ai découvert que très récemment cette coïncidence, en plus en m'intéressant un peu à la vie d'Idesbald, qui est un saint laïque, qui n'a pas fait de miracle, si ce n'est de survivre aussi longtemps, notamment ici. En lisant la vie de Saint-Idesbald, je me suis rendu compte qu'en fait, s'il était devenu le patron, disons, de l'abbaye des Dunes, c'est pour les qualités singulières qu'il avait, qui étaient d'être toujours souriant, d'être bonhomme, d'être rond, d'être débonnaire et d'être consensuel. Et je me suis dit, il y a quelque chose où on voit un peu, voilà.
Donc qui est Saint-Idesbald? Voilà, c'est lui. Voilà. Et c'est lui. Et ce qui est curieux, c'est que dans ce livre, tu parles aussi bien de la mer du Nord que de Bruxelles. En fait, je me suis aperçu que tu es un fameux promeneur au centre de Bruxelles. Tu dis des choses étonnantes. Et je vais citer un court passage, mais à propos d'un personnage que tu appelles Ferdinand. Tu dis, Ferdinand se dit que les matins de printemps sont les seuls qui pourraient encore valoir quelque chose. Pourtant, ils ne sont faits que de la poussière du temps et de la promesse de jours meilleurs. Ferdinand aime être le premier marchand de la galerie Mortier à ouvrir sa bouquinerie. Il salue José, l'accessoiriste du théâtre de Thônes, en retard comme toujours. Sur ses épaules ballottent des marionnettes. José a le temps de lancer. « Viens ce soir, c'est la première d'une pièce qui te plaira. Une adaptation de Sioran, Le crépuscule des pensées, Le bréviaire des vaincus et le précis de décomposition. Un spectacle d'actualité et le tout en bruxelaire of course. » Voilà. Et très souvent, tu parles de Bruxelles, des promenades, les galeries Mortier, mais aussi tant d'autres choses. En fait, je me suis fait piéger par le nom de Saint-Idesbald et le fait que j'ai associé Saint-Idesbald à plusieurs titres. Or, effectivement, tu parlais au début des marginaux. Mes personnages centraux, ce sont toujours des marginaux. Mes lieux sont à deux endroits de la Belgique. Ils sont à Bruxelles et ils sont à la mer du Nord, principalement à Saint-Idesbald. Mais je me suis rendu compte, notamment lorsqu'on préparait des adaptations ou des traductions, je me suis rendu compte que Bruxelles était beaucoup plus présent que Saint-Idesbald dans l'ensemble des nouvelles qui constituent les volumes. Bruxelles est présent, et Bruxelles est présent dans des projections parfois dystopiques, utopistes, que j'aime beaucoup faire, et qui se retrouvent par exemple dans le recueil Le Pavillon des douanes qui vient d'être réédité. J'ai une des nouvelles qui s'appelle L'Arche des mots et qui ne se passe uniquement à Bruxelles dans un futur lointain où le monde est géré par un organisme commercial mondial, où l'écologie n'a pas réussi à relever tous les défis qu'elle se promettait de relever, et donc où le végétal a quasi disparu de la Terre, donc il faut se nourrir avec des tubes, des protéines, etc. Et l'ensemble de la communication entre les êtres est géré par une sorte d'académie mondiale qui se dit, dans le fond, si on veut mettre un terme à toutes ces manifestations de gens qui réclament des fruits, des fleurs, des légumes, un des moyens d'arrêter ces manifestations, c'est de supprimer les mots. Si on supprime les mots qui désignent fleurs, tomates, etc., pas de problème. Comme c'est l'Académie mondiale qui gère toutes les académies, on s'est retrouvé dans ma nouvelle à l'Académie de Bruxelles avec tous ces académiciens qui se réunissent, qui disent bon, il faut maintenant qu'on commence à enlever les mots. Alors bon, voilà, cervelas, c'est quand même un peu bête qu'on n'ait plus cervelas. Alors il y a plein de belgicisme aussi, parce que mon principe est de mettre toujours des éléments belges dans la langue que j'utilise dans les nouvelles. Et donc, ça permet de faire une sorte de travail intense, de voir le travail intense des académiciens pour détruire tous les mots, et en se posant quand même chaque fois des questions sur, par exemple, ils étaient à la lettre A, ils arrivent au mot âme. Est-ce qu'on supprime le mot âme? Oui, non. Au mot amour, alors est-ce qu'on supprime le mot amour? Et alors arrive le mot académie. Alors là, tout le monde dit non, on ne peut pas supprimer le mot académie, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution a été trouvée en créant une lettre, qui est la lettre arrobase. Dans le fond, comme les académiciens travaillent dans l'ordre alphabétique, ils étaient à la lettre A, ils se disent, si on invente une nouvelle lettre qui est le arrobase, tous les mots qu'on ne veut pas supprimer, académie, amour, âme, on va leur mettre le A qui viendra bien après le Z. On a encore des centaines d'années avant d'arriver au Z. Et tout se passe à Bruxelles. Tout ceci se passe à Bruxelles, au Théâtre du Parc, au Cercle Gaulois. Et quelques repères que tu... Il y a le BRIC,
le yacht club du Royal Yacht Club de Bruxelles, la cafétéria, c'est un bâtiment, le yacht club lui-même est un bâtiment magnifique de Bruxelles où personne ne va, sauf mes clochards, mes réfugiés, mes dissidents. Si tu veux, moi j'ai quand même le sentiment que lorsque les auteurs belges parlent de la mer du Nord, le ton change. Et les voilà d'une douceur inhabituelle. Je pense à Barognan, par exemple, dans un de ses livres, il parle de la mer du Nord avec une douceur infinie. Et toi, tu fais la même chose lorsque tu dis, lorsqu'on disait « allons à la mer », c'était toujours la même, la mer du Nord, et plus précisément Saint-Idesbald, un petit village près de la frontière française. C'était là que papa et maman s'étaient rencontrés. Ou encore, le dimanche, on prenait l'autoroute d'Ostende qui, au rythme du revêtement des plaques de béton, nous menait jusqu'à la côte, que nous longions ensuite sur la route royale pour atteindre Saint-Idesbald. À marée basse, nous marchions jusqu'à l'extrémité des Brise-Lames, d'où nous regardions la Malle qui naviguait au large, longeant la côte sur le fil de l'horizon. Il y a quelque chose de particulier quand on évoque la mer du Nord, un petit peu comme si on évoquait en même temps, et tu en parles ici en parlant de tes parents, comme si on évoquait son enfance. Oui, alors, il y a un élément qui est l'enfance, et un autre élément qui est être belge. Je pense que la mer du Nord est peut-être ce qui caractérise ce qu'est être belge. Être belge, ce n'est pas seulement être originaire ou vivre en Wallonie ou à Bruxelles, c'est aussi avoir une relation avec les 65 km, quel que soit l'endroit où on y a son ancrage, de la mer du Nord. Ça, c'est le premier point. Je pense aussi que la mer du Nord a cette caractéristique singulière qu'elle est aussi une lumière pour les peintres. Et que des peintres comme Luc de Decker, le père de Jacques de Decker, ou comme Paul Delvaux, ou comme Walter Villain, qui était un élève de Paul Delvaux, ou James Ensor, ou pour certains de ses toiles, n'auraient pas pu être peintres s'ils n'avaient pas été au contact de la lumière de la mer du Nord, qui est une lumière très spécifique, qui n'est pas celle des impressionnistes, qui n'est pas celle, qui est une lumière singulière. Ça, c'est le deuxième ou troisième élément. Et le troisième élément lié à l'enfance, c'est que nous avons tous fait l'expérience de ce que dans la mémoire, un des éléments qui éveille le plus la mémoire des choses vécues, c'est le parfum, l'odeur. Et il y a à la mer du Nord une odeur singulière qui fait que il suffit qu'on l'approche à 5 km pour qu'on la sente, on sente qu'elle est là et qu'elle réveille en même temps. C'est un peu proustien avec la Madeleine, mais là c'est avec les arômes que l'on peut avoir de la mer du Nord. Oui. Si je peux encore dire une petite chose sur la mer du Nord, c'est en plus un lieu comme tous les bords de mer où tout est possible. Quand je veux donner une définition de la nouvelle par rapport au roman, ce que j'utilise parfois comme métaphore, c'est de dire le roman est un instrument qui vous permet d'entrer dans le bateau et d'aller faire chacune des escales et puis vous arrivez à bon port. La nouvelle, elle, s'arrête au bord de la mer, ce qui veut dire qu'elle vous permet d'imaginer, d'inventer, de rêver, d'espérer, et c'est une force très puissante du bord de mer, et en particulier du bord de la mer en Belgique, je trouve, avec le ciel merveilleux, comme le photographie si bien notre ami ici. Tout à fait. Quelques mots encore sur le pavillon des douanes, qui est un autre ouvrage très important pour toi, où l'on parle beaucoup de la Belgique, et en fait d'une certaine Belgique qu'on a appelée la belgitude, et je crois que tu en parles avec une certaine dérision, avec une grande mélancolie aussi, cette Belgique qui n'est pas celle que tu souhaitais nécessairement, et cette Belgique dont tu te moques avec, en des termes choisis, avec élégance. Une moquerie élégante. Est-ce que tu peux admettre cela ? Oui. Moi, je peux
tout admettre, mais Jacques Delaclair disait l'ironie douce quand il parlait du pavillon des douanes. Alors, sur la Belgique, et là on pourrait peut-être faire un lien avec la place de la littérature belge. Sur la Belgique, il me semble qu'il y a plusieurs rendez-vous qui ont été manqués, qui empêchent aux Belges de vraiment se rendre compte de la singularité de ce qu'ils sont. On a déjà dit, ils sont en même temps urbains, campagnards, maritimes, mais ils sont en même temps germaniques et romains. Et je pense que même ceux qui sont des francophones, qui ne parlent pas la deuxième langue du pays comme moi, on a malgré tout un tempérament, un mode de pensée qui est un mode de pensée flamand. Du Nord. Moi, je me souviens d'avoir lu tout le théâtre de Gelderode en étant passionné par le théâtre de Gelderode, qui est celui qui a inventé une langue dans laquelle on peut dire il est celui qui a inventé une langue belge, beaucoup plus que Tone ou beaucoup plus où ce sont des langues typées. Alors, en ce qui concerne la littérature, la littérature belge, je pense que très longtemps aussi, elle a évité d'ancrer les histoires qu'elle racontait en Belgique. L'exemple, Simenon, le plus grand écrivain belge qui soit, a ancré une grande partie de son œuvre en France, à Paris, aux États-Unis, en Afrique, très peu en Belgique. Or, si on relit les romans de Simenon qui se déroulent en Belgique, on se rend compte qu'ils ont une force singulière, je trouve. Je n'ai pas d'exemple en tête, je ne pensais pas évoquer Simenon. Et je pense qu'il y a entre les auteurs francophones belges et la Belgique une distance qu'ils se sentent obligés de créer, et je pense que c'est une erreur. Si on voit les écrivains danois ou islandais qui écrivent des histoires qui se passent dans leur petit village, on les lit dans le monde entier tellement c'est passionnant de découvrir comment, à travers la littérature, on peut raconter une singularité aussi précise que le village de John en Islande. Et je pense qu'en Belgique francophone, on a omis de le faire, et je pense qu'on a raté aussi là, et ça c'est mon deuxième combat, parce que il y a d'autres combats qui sont plus urgents, mais la relation avec la Flandre, c'est quelque chose qui aurait pu aujourd'hui, à travers la littérature et à travers les échanges littéraires entre le nord et le sud du pays, ne serait-ce que par les traductions, être quelque chose qui crée des liens plus solides, plus fermes, qui entrelacent les cultures, puisqu'elles sont les mêmes. Donc il n'y a pas de difficulté, hormis la difficulté linguistique. Et ici, je vais prendre un exemple vraiment concret. Nous avons la chance d'avoir André-Joseph Dubois, qui est un écrivain, romancier, un des plus grands romanciers belges, notamment à travers le dernier livre qu'il a publié, qui s'appelle Le Septième Cercle. Le Septième Cercle est un roman paru chez Weyrich, dont le narrateur est un collabo qui traverse toute l'histoire de Belgique, qui nous raconte d'une certaine manière, du point de vue wallon, exactement ce que Stefan Hertmans a raconté en flamand avec Une Ascension, qui raconte l'histoire d'un collabo flamand. La différence entre les deux, c'est que Stefan Hertmans bénéficie, comme tous les auteurs flamands, de fonds publics pour être traduit dans toutes les langues du monde. Et donc, Gallimard reçoit le montant qui sert à financer la traduction. Et donc, il est diffusé en France, comme tous les auteurs flamands, chez Actes Sud. André-Joseph Dubois, avec un roman qui est de même qualité, si pas plus, qui adopte un autre point de vue, très intéressant aussi pour le lectorat flamand, s'il y en avait un, qui est de dire la collaboration n'a pas eu lieu seulement en Flandre, comme on a parfois tendance à le dire. Les collabos wallons ont été aussi très actifs. Ce roman, et là je parle sous la couverture de Stefan Hertmans lui-même, puisque ce roman, je l'ai donné à Stefan Hertmans en lui disant « Écoute Stéphane, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, pour au moins un roman, de trouver un éditeur qui le fasse connaître en néerlandais au flamand ?» Stéphane a
Eastman a pris le livre. Le soir même, il m'écrivait un mail en me disant « Jean, c'est le roman le plus important que j'ai lu depuis 10 années sur ce thème-là. Il faut vraiment qu'il soit publié et traduit en néerlandais. » Il l'a donné à son éditeur, qui est l'équivalent de Gallimard en Hollande. J'attends avec impatience que ce roman soit traduit et peut-être, et c'est là où je suis un utopiste acharné, ou peut-être d'autres romans ou d'autres poèmes, d'autres recueils de poèmes ou d'autres pièces de théâtre franchissent cette mini-frontière qu'il y a entre le nord et le sud d'un même pays qui, sans le savoir, a la même langue. Voilà. Je crois que je te ferai peut-être plaisir en rappelant les propos de Jacques de Decker à propos de ce livre, parce que je crois qu'on ne pourrait pas dire mieux la réalité de ton écriture. Voilà ce qu'il dit. L'humour est une médecine douce, la nouvelle comme instrument d'investigation. Jean Jonio en use en orfèvre souriant et lucide. La fiction a tous les droits. Pourquoi s'en priver? C'est le credo de Jean Jonio, le nouvelliste moraliste qui rassemble dans le pavillon des douanes 14 histoires plus subtiles les unes que les autres. Maturité et fraîcheur, savoir et sensibilité se conjuguent dans cette écriture qui a la finesse de touche, l'humour suave, la pénétration drapée de candeur d'un Edgar Tedgat. Jonio sait, comme ce peintre chez qui la naïveté était un instrument de l'intelligence, que la rêverie est une méthode, un instrument de mesure, un critère de jugement. Et il termine en disant ceci: une positivité tonique imprègne ces pages qui n'ignorent rien de la détresse régnante. Jonio pratique une lucidité souriante qui se retrousse les manches. Alors, voilà, je crois qu'on ne pourrait pas dire mieux ce que l'intention que tu peux avoir, l'intention secrète de ton écriture. Mais ce que je voudrais que, parce que le temps passe malgré tout, il faut qu'on en parle. La nouvelle, c'est un genre de prédilection chez toi, c'est un genre qui te touche particulièrement. Tu pourrais expliquer la raison? Alors, il y a une raison objective qui est que je suis le papa de 2 enfants et que je suis un papa très inquiet. Et entre l'âge de 1 an et de 3 ans, l'âge où les enfants circulent un peu partout, j'avais des petits intervalles qui me permettaient de lire des textes courts. J'ai redécouvert Maupassant comme ça. Je vous recommande à tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez les contes et les nouvelles, surtout de Maupassant. Ce sont des petits bijoux qui tiennent en 3 pages, 4 pages, qui sont écrits magnifiquement et qui, entre 2 accidents potentiels des enfants qui courent partout, vous avez le temps de les lire. Ça, c'était la première raison objective. Le manque de temps. Et le manque de temps a aussi pour la lecture. Et le manque de temps a aussi été ce qui m'a conduit à écrire des nouvelles. Parce qu'au moins, avec le temps que j'avais, je parvenais à arriver au bout d'une nouvelle. Et ce qui n'a pas le cas pour toute une série de manuscrits, de romans que j'ai commencé, que j'ai jamais pu finir, parce que je n'ai jamais trouvé le temps de les relire, en fait. Le premier jet est écrit, mais il faut relire. Et donc, les formes courtes comme la nouvelle, ou comme la poésie, parce que j'ai écrit aussi beaucoup de poèmes que je n'ai jamais publiés, mais que j'envisage de publier maintenant que j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ce qui est écrit et que je les ai beaucoup retravaillés. La forme courte me semble être une forme qui a fini par être dans ma nature et que je maîtrise relativement naturellement. À tel point que j'ai aussi imaginé de créer, mais ça n'apparaît pas dans la liste des gens, de créer des ateliers d'écriture de nouvelles dans lesquels, en réalité, je propose aux participants une boîte à outils qui leur permet, et qui, en fait, a été constituée par toutes les interviews que j'ai faites des écrivains à qui je demandais mais comment on écrit finalement. Et de tout ça, j'ai fait une série de boîtes à outils dans des ateliers d'écriture. Et ces boîtes à outils apparaissent dans un des personnages, et je me tourne vers Gérard Adam, du roman qu'il va rééditer, qui s'appelle Les mots de Maud, où le personnage central est un personnage qui est sollicité pour écrire à la place des autres en permanence, qui est une sorte de nègre, on ne peut plus dire nègre, bon voilà, qui est une sorte de nègre pour toute une série d'écrivains. Il écrit à la place des autres
Et finalement, à un moment donné, il en a tellement marre qu'il se dit, bon, non, je vais vous apprendre comment on écrit, et comme ça, on n'en parle plus. Et il a créé les boîtes à outils. Jean-Marie Leclésio écrit à ce propos « Je trouve vos nouvelles saisissantes. L'humour équilibre vos textes, nous détourne d'un excédent de gravité, nous fait entendre un autre son. » Je crois que c'est parfaitement juste. Et alors, si tu veux bien, Jean, je voudrais laisser à nos amis peut-être le souvenir de deux petits textes très courts, mais qui te ressemblent tellement. Voilà, alors j'ai choisi ces deux petits textes dans un ouvrage qui s'appelle « L'ivresse des livres ». Et je trouve que si vous lisez ce texte en même temps que moi, vous allez trouver des intonations, des implications particulières qui concernent l'écriture de Jean Jonio. Le premier texte s'appelle « Le pavillon de lecture ». Ce soir-là, la librairie ne ferma pas ses portes. Toute la nuit, l'enseigne projeta sur l'avenue sa lumière bleutée. Un visiteur, s'il avait regardé à travers les vitres, aurait vu les jeunes gens assis entre deux montagnes de livres ouverts. À tel moment, c'était au jeune homme de lire. Puis, il déposait l'ouvrage sur son tas. À la jeune femme ensuite de prendre un volume et de le lire à voix haute. Il régnait un désordre fébrile. Les livres ouverts faisaient comme des dunes derrière lesquelles les lecteurs s'abritaient de la nuit. Alors, je voudrais attirer votre attention tout de même sur la lisibilité de ton texte et de ton écriture. En fait, Jean Jonio opte pour la clarté. C'est un écrivain qu'on lit avec plaisir et facilité. Je trouve aussi que tu as un phrasé prudent. Tu ne t'exprimes pas de manière magistrale. Tu es plutôt prudent quand tu t'avances vers quelque chose qui te paraît essentiel. Et les deux choses qui te paraissent essentielles dans ce petit texte, c'est évidemment le livre au centre du monde, comme tu l'avais dit, mais aussi l'amour qui va naître entre ces deux lecteurs. Il y a des indices temporels ce soir-là, toute la nuit, la présence hypothétique d'un témoin, un visiteur, une formulation impersonnelle, comme si tu ne voulais pas t'engager trop, il régnait, etc. Un champ lexical qui fait sens, librairie, livre, lire, volume, lecteur. Et un champ sémantique plus qu'intéressant, le livre pluriel, la montagne de livres ouverts. On voit que tu arrives ici à ton niveau d'écriture à une projection du bonheur, le bonheur de lire et la clarté d'être parmi les livres. Aussi quand tu dis « l'enseigne projeta sur l'avenue sa lumière bleutée ». Le livre devient un rempart, un recours essentiel. Les livres ouverts faisaient comme des dunes derrière lesquelles les lecteurs s'abritaient de la nuit. On trouve le thème du désordre fébrile, mais en même temps terriblement humain, le thème de l'évasion, sortir de l'enfermement, mais accéder à l'enfermement heureux. Lorsque tu dis par exemple, la librairie ne ferme pas ses portes. En fait, dans ce petit texte, on retrouve bien des qualités qui existent également dans d'autres passages de ton œuvre. Mais j'aimerais bien que l'on parle maintenant du deuxième texte, qui est aussi très significatif. J'ai cité tout à l'heure l'amitié particulière, l'intérêt que porte Jean Jonio au monde des humbles, des déshérités. Et parmi ces déshérités, il y a Adita.
Je ne savais pas que tu aimais la lecture. Tu as des préférences? Le livre de souvenirs et les biographies. Je lis un livre sur Gandhi. Mon préféré, c'est le Che Guevara, mon idole. Si tu veux, je peux t'apporter en un seul volume les œuvres complètes du Che. Oh oui, ce serait formidable. Il y a le voyage à motocyclette, je crois bien, et aussi les souvenirs de la guerre révolutionnaire cubaine. Et si je me souviens bien, son journal du Congo et bien sûr son journal de Bolivie. En énumérant ainsi les titres réunis dans ce livre, j'espérais avoir une occasion de revoir Aditya, de lui fixer un rendez-vous pour le lui offrir. C'est un passage touchant parce que Aditya n'est pas encore quelqu'un de tes connaissances, c'est quelqu'un que tu approches et que tu aimerais bien adopter comme personnage, comme interlocutrice possible. Eh bien, il s'agit d'une rencontre entre le piéton des villes dont on a parlé tout à l'heure et la petite Aditya qui est perdue, oubliée, méprisée. Et le thème de cette relation qui se prépare, je ne savais pas que tu aimais la lecture, et la réponse, tu as des préférences. C'est un dialogue qui devrait amorcer une relation première. Toujours, comme dans le premier texte, c'est la lecture qui est imminente et qui va peut-être arranger les choses. Tu ne le dis pas, mais on le suppose. C'est aussi une comparaison entre deux vies qui s'opposent. Alina vit dans un squat, elle est dominée par un homme violent, mais elle lit. Alors, un champ lexical intéressant une fois encore, lecture, livre, biographie, lire, volume, œuvre, et un champ sémantique passionnant quand on découvre les livres porteurs de sens pour Aditya. Alors, ce livre peut provoquer l'occasion de revoir Aditya, et mieux la soutenir dans le seul lien culturel que tu puisses trouver chez elle, c'est-à-dire la lecture. Mais cette relation n'arrivera pas. Il y a le mensonge d'Aditya qui dit à la fin « on se reverra demain, apporte le demain, et demain, le lendemain n'existe pas puisque tu ne la reverras plus ». Alors, cette relation difficile avec les humbles, les déshérités, j'aimerais bien que tu finisses par là, Jean, que tu en parles, parce que dans tes nouvelles, elles apparaissent quasi tout le temps. En fait, c'est le troisième personnage et le plus humain qui soit dans ta série de nouvelles, c'est justement le personnage qui est hors de la société et que tu vas rechercher. Alors, ça correspond aussi à ce que j'avais essayé d'exprimer concernant la capacité d'empathie que provoque le livre. C'est une sorte de mise à l'épreuve de cette expérience-là, mais c'est aussi une mise à l'épreuve de l'écriture d'une série d'expériences que j'ai vécues. Un des principes que j'ai toujours adopté, c'est de mettre le lecteur de mes nouvelles dans une situation, de se demander, tiens, mais est-ce que là, ce personnage-là est un personnage qui a existé, qui vit, qui est vrai, ou est-ce que c'est un personnage inventé? Pour reprendre l'exemple du pavillon des douanes, la première nouvelle, le narrateur parle de son grand-père qui est douanier. Souvent, on me demande, est-ce que ton grand-père était douanier? Et c'est une question qui me ravit, parce que ça veut dire que j'ai réussi à rendre plausible le narrateur petit-fils d'un grand-père à Saint-Idesbal. Dans le cas des marginaux, cette nouvelle-ci est une nouvelle qui appartient à cet ordre-là de la confusion du vrai et du faux. Alors, Aditya, qui est Aditya? Dans les repas chauds que je distribuais, donc je vous ai raconté que je parle avec les gens, et est venue à un moment donné une petite jeune fille péruvienne, adoptée, qui a choisi à 18 ans de quitter la famille d'accueil qu'elle avait pour devenir clocharde. Elle est tombée sous l'emprise d'une sorte de vrai prédateur, beaucoup plus âgé qu'elle, d'une violence
vraiment explicitement démontrée. Et cette petite Adita, elle venait de temps en temps aux distributions de repas chauds, et donc on la voyait, on la connaissait, tout notre groupe la connaissait, puisqu'on connaissait la famille qui l'avait adoptée. Et l'histoire que je raconte, le narrateur se promène dans Bruxelles et tout d'un coup voit la petite Adita qu'il n'avait plus vue depuis longtemps, assise dans un rayon de soleil de ce matin-là, avec son petit gobelet pour mendier. Le narrateur la reconnaît, lui dit « Mais Adita, est-ce que tu te souviens de moi ?»« Oui, je me souviens de toi. » C'est d'ailleurs la seule nouvelle, le narrateur s'appelle Jean et il y a 2 enfants qui ont les mêmes prénoms que mes enfants. La petite Adita est un personnage véritable. Donc tout ce que elle me raconte sur la passion pour les livres du Tché est vrai. Et pourquoi est-ce que je lui ai posé ces questions-là, et c'est ce que je raconte dans la nouvelle, c'est qu'à un moment donné, Adita me dit « Ah Jean, tu ne veux pas savoir, chose fantastique, j'ai trouvé enfin un abri dans lequel j'ai de la lumière, et donc je peux lire. » Et cet abri, c'était une petite cabane à outils qui se trouvait le long d'une voie dans les tunnels entre la gare du Midi et la gare centrale. Et ma question a été, et ici on parle de ce qui s'est vraiment passé, de la réalité, et ma question a été de lui dire « Est-ce que, Adita, tu ne voudrais pas que je vienne demain t'apporter ces livres ?» C'était pour voir l'endroit où elle était, et pour essayer, comme on en a toujours le rêve, de l'en extraire, de la convaincre de partir de là. Mais elle, son bonheur, c'était « J'ai enfin trouvé un endroit où il y a une ampoule qui fonctionne et où je peux aller lire mes livres, donc j'ai besoin de livres. » J'imagine qu'elle a bien compris mon stratagème et que quand elle m'a dit « Oui, viens, demain on se voit à la même heure, je serai au même endroit », elle n'y a plus jamais été. Parce que c'était devant un Deleuze City tout près de la Bourse, et donc j'avais été bavardé avec le gérant du magasin en disant « Tiens, est-ce Adita est un autre nom, non. Est-ce qu'Adita vient régulièrement ?»« Oui, tous les jours, elle vient, etc. » Mais depuis que vous êtes venu, elle n'est plus jamais venue. Et donc il y a tout ce système de fuite que je raconte aussi, à travers cette nouvelle qui finalement aborde plusieurs thématiques. La violence, alors elle a... il y a des choses éminemment touchantes qu'elle m'a racontées, qu'elle a vécues avec... Alors c'est une jeune femme qui a été éduquée dans une bonne famille. Et donc, une des choses que j'avais faites, que je raconte dans la nouvelle, c'est que je lui dis, écoute, viens, je vais justement aller manger, viens avec moi, je t'invite. Et on se retrouve dans un restaurant, genre chez Paul, avec un buffet, etc. Et alors, à un moment donné, alors qu'elle est habillée avec un parka crasseux, gras de crasse et tout, elle dit, je vais aller me laver les mains. Parce que dans son éducation, quand on a la possibilité, on se lave les mains avant de manger, puis elle est partie. Je me suis dit, elle va s'en aller définitivement, elle ne va pas revenir. Et donc elle est quand même revenue, mais elle était là à vouloir absolument, alors que c'était plus lavé depuis des semaines peut-être. Et donc c'est ce type de personnage-là qui, une fois que vous les rencontrez, il me semble qu'il y a une sorte d'obligation, de devoir, d'essayer de les raconter pour que lorsque les lecteurs ont lu ce livre et sont face à un marginal, un clochard, un sans-abri, peuvent regarder différemment peut-être, ou simplement regarder d'ailleurs, qui est tout ce qu'ils demandent. Et donc, c'est pour l'histoire de cette histoire-là. Sur les marginaux, effectivement, c'est une thématique qui traverse tout, et d'ailleurs, le fait que j'ai travaillé à la revue Marginale, on peut aussi faire des rapprochements. Il y a une étudiante dans une université roumaine à Cluj qui a fait son mémoire de licence sur la marginalité dans les nouvelles et qui maintenant prépare son doctorat sur ce même sujet, sur la marginalité dans les nouvelles. Donc il n'a pris que cet élément-là de l'ensemble des nouvelles. Et maintenant, je me rends compte que toutes les fois que je publie quelque chose de nouveau, finalement, je lui envoie toujours en lui disant peut-être que ça va entrer d'une manière ou d'une autre dans cette thèse de doctorat sur la marginalité à travers la narration que j'en fais. Est-ce que je peux encore dire juste une petite chose sur ce que tu as dit, que l'écriture est claire, limpide, simple? Je pense que c'est ce qui explique aussi, et c'est un des éléments de mon attachement à la nouvelle, qu'il y a des adaptations
de ces nouvelles. Dernièrement, une de mes nouvelles a été adaptée au cinéma, un court-métrage de 25 minutes qui a été sélectionné au dernier festival de Bruxelles, parce que l'écriture de la nouvelle permet à un réalisateur de tout de suite voir des images. Et comme c'est une nouvelle et qu'il y a une ouverture sur la fin, d'inventer à partir de là. Et la dernière chose que je voudrais peut-être indiquer, c'est que le fait que cette écriture soit de ce type-là fait que les livres trouvent chez des traducteurs une possibilité d'être transposés dans une autre langue. Les livres ont été traduits en roumain, en japonais, en italien et en ukrainien, voilà, et en ukrainien pour un des livres. La seule langue dans laquelle ces livres, alors qu'ils parlent de Bruxelles, de Belgique, de la mer du Nord, n'ont jamais été traduits, c'est le néerlandais, et ça me révolte, sauf une nouvelle, Le Pavillon des douanes, qu'un traducteur a traduit pour une revue qui s'appelle De Brakehond, le chien sauvage, et donc j'ai un exemplaire en néerlandais d'une des nouvelles du Pavillon des douanes qui se passe à Furnes. Voilà. Quelqu'un souhaiterait poser une question à notre ami Jean? C'est le moment. Doskin, qui est Doskin? Doskin. Doskin, c'est un des personnages que l'on retrouve dans les premières nouvelles, qui sont des nouvelles plus fantaisistes. Doskin est un personnage qui a plusieurs prénoms, suivant la génération à laquelle il appartient. C'est une lignée de traducteurs et interprètes. Alors il y a aussi, le phénomène de la traduction est quelque chose qui apparaît dans mes nouvelles. Christian Host a d'ailleurs fait toute une publication, dans une publication de l'Université de Saint-Louis, sur Translatio in Fabula, c'est très chic, c'est du latin, c'est le personnage du traducteur dans la fiction. Et donc il a identifié par exemple un de mes Dostkin, qui est un interprète de conférence et qui est un interprète indélicat, c'est-à-dire qu'il ne traduit pas nécessairement ce qui se dit, ce qui permet parfois de régler des problèmes graves. Dans ma nouvelle, c'est en 2049, l'adhésion de la Russie à l'Union européenne. Mon interprète Alexandre Doskin gère la situation et il se souvient à la fin de son ancêtre Dimitri Doskin, qui en fait était l'interprète de Kennedy et de Khrouchtchev au moment de la baie des cochons. Et donc on comprend dans ce livre qu'en réalité Kennedy et Khrouchtchev n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre, mais que l'interprète était le seul à pouvoir dire ce qu'ils avaient dit, et ils avaient dit faisons la paix. Voilà. Oui. Jean, comment Edmond Morel? Alors, Edmond. Donc il y a Doskin et il y a Edmond. Alors Edmond Morel, au départ, lorsque j'ai commencé à faire des interviews, je me suis dit, comme je commence à écrire et à publier des livres, je voudrais que Jean Joniaux soit celui qui écrit les livres et qu'Edmond Morel soit le deuxième Jean, celui qui fait des articles sur la littérature. Et puis Edmond Morel, petit à petit, c'était un peu gênant parce que comme beaucoup savaient que je m'appelais Jean Joniaux et qu'on leur annonçait, les attachés de presse annonçaient, voilà, Edmond Morel va arriver, vous allez voir, il est très bien, Edmond Morel. Voilà, et à un moment donné, je me suis fait piéger lors d'une interview à propos d'une bande dessinée qui s'appelle Africa Dreams, magnifique bande dessinée de Jean-François Charles et Marie Charles, qui évoque le Congo à l'époque de Léopold II. Et quand ils ont vu qu'Edmond Morel allait venir les interviewer, ils étaient tout en affaires. Bon, c'est la première fois que je les voyais, en me disant, dites, est-ce que vous êtes de la famille d'Edmund Morel? Et je ne connaissais pas Edmund Morel, qui était le caillou dans le soulier de Léopold II pendant toute sa vie, en fait, à partir du moment où il a acheté le Congo jusqu'à sa mort. Edmund Morel est un lanceur d'alerte, un journaliste anglais qui a décidé de dénoncer toutes les exactions de Léopold II à l'époque où elles se déroulaient. Donc c'est un vrai lanceur d'alerte. Et d'ailleurs, il apparaît dans cette petite pièce qui raconte des histoires de lanceurs d'alerte. Mais donc Edmond Morel est un peu au repos pour le moment, parce qu'il a un peu perdu son nom. Mais j'aime bien le nom d'Edmond Morel. Voilà. Une autre question? Écoutez, je crois que Jean, tu nous as passionnés, tu nous as intéressés, tu nous as surtout donné envie de lire tes livres
c'est un souhait. J'aimerais bien que chacun prenne connaissance de ces 3 livres qui sont non seulement passionnants, mais qui humainement apportent incontestablement quelque chose en plus. Merci à toi. Merci à toi, Michel.